retracer le problème dans sa globalité. Mais d'abord, cette dernière information qui nous est parvenue dans l'après-midi, on va rejoindre pour l'évoquer Pauline Tresner et Noémie Hardy qui se trouvent devant le tribunal d'Auch. Bonsoir à toutes les deux. On a donc appris la garde à vue du frère du principal suspect pour viol, séquestration et menace de mort. Expliquez-nous ce que vous savez de cette garde à vue, ma chère Pauline. Oui, tout à fait, Laurence. Alors, nous sommes actuellement devant le commissariat d'Auch, là où serait actuellement placé en garde à vue le frère de Jérôme Barella, lui qui est également impliqué dans une enquête pour viol sur mineur de plus de 15 ans, viol sur conjoint et séquestration sur conjoint. Alors, ce que l'on sait, c'est que l'interpellation a eu lieu ce matin à 10h25, précisément une interpellation menée par le commissariat d'Auch, donc pour des faits qui remontent à 2007, des faits commis entre 2007 et 2017. Alors la garde à vue devrait maintenant durer 24 heures, une garde à vue qui peut être renouvelée à nouveau 24 heures. C'est ce que l'on sait pour le moment, Laurence. Mais ce que l'on voit surtout ici, c'est que c'est le profil d'une famille du Gers, le profil de la famille Barella qui s'assombrit de jour en jour depuis l'interpellation de Jérôme Barella, qui est le suspect numéro 1 dans le meurtre de la petite Liana. Effectivement, Pauline, parce que petit à petit, je le disais, de nouveaux témoignages affluent et les langues se délient dans la région, c'est bien cela ? Oui, il y a de plus en plus de témoignages et justement avec Noémie Hardy, nous avons pu interroger un professeur de sport à Auch qui exerçait dans un club où était licencié Jérôme Barella et ses deux filles. Dans ce club, il y aurait eu 2 victimes de Jérôme Barella. Ce professeur a témoigné à notre micro. À un moment donné, il s'est rapproché d'une élève et voilà, on sentait que... Là, vraiment, on a commencé à se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, très vite, je me suis dit, moi dans ma tête, c'était pas possible. Je me suis dit, il cherche à approcher la maman à travers la fille. Et je me suis trompé. Je l'ai appris malheureusement après qu'elle ait quitté le club. La maman est allée porter plainte en fait pour viol. Des viols qui se sont déroulés. La mère me l'a bien précisé, toujours en dehors du club, etc. Elle me dit de ne pas m'en vouloir, mais c'est compliqué quand même, parce qu'ils se sont rencontrés au club. Et voilà, en fait, il y a eu plusieurs viols apparemment à son domicile à lui. Cette petite, à l'époque, si ma mémoire est bonne, elle avait 10 ans. Et j'ai appris là, il n'y a pas longtemps, qu'une de mes élèves de l'époque, qui a arrêté maintenant, est allée porter plainte. Voilà, parce qu'une fois, il l'a ramenée chez elle. Et elle a eu droit à des messages insistants, etc. Voilà. À l'époque, elle avait 15 ou 16 ans. Vous avez donc entendu ce témoignage poignant de ce professeur de sport qui connaissait très bien Jérôme Barella et qui a d'ailleurs passé son bac avec ce suspect numéro 1. C'est désormais au moins 7 procédures qui visent Jérôme Barella et plusieurs plaintes pour viol sur mineur notamment. Merci beaucoup, Pauline Tresner et Noémie Hardy, qui vous trouvez devant le tribunal d'Auch. C'est absolument glaçant, hein, évidemment, Frédéric Chevalier. Vous n'avez pas le détail, on n'a pas le détail de ce dossier, mais on voit que de jour en jour, ça grossit, que évidemment chacun interroge son enfant, chacun a envie de témoigner. Est-ce qu'on a peut-être une affaire d'une autre ampleur que celle qu'on pouvait imaginer au début ? D'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité, madame. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Comme vous, je découvre ce reportage, je découvre tout ce qui va se dire dorénavant sur cet homme. Je voudrais dire, parce que j'ai entendu précédemment l'un de vos journalistes dire pique-pendre des magistrats du parquet. Moi, je ne suis pas là pour justifier quoi que ce soit, qui que ce soit. Expliquons d'abord à nos téléspectateurs les magistrats du parquet. Donc expliquez ce que c'est le parquet, on est tout simplement. 1909 en France. Voilà, il y en a 1909 comme moi, souvent des dames d'ailleurs. Oui, 70% je crois de femmes. Voilà, ce qui est très bien. Alors, absolument. Oui. Et donc nous sommes 1909, 164 procureurs et 1909 magistrats au parquet de première instance. Le rôle du magistrat du parquet, c'est... je ne fais pas des enquêtes, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas OPJ. Hein. Bien sûr. Voilà. Je dirige l'action de la police judiciaire. Et donc, une fois que j'ai dirigé cette action et que j'ai réussi par l'enquête, avec les enquêteurs, à démontrer qu'il y avait des indices ou des décharges ou des preuves après devant le tribunal,
je poursuis devant le juge d'instruction si c'est criminel, devant le tribunal correctionnel directement. Je peux faire des alternatives aux poursuites, ou alors je peux classer si j'ai pas suffisamment d'indices, d'éléments qui me permettent de renvoyer quelqu'un devant une juridiction de jugement. Voilà, ça c'est mon travail. Et je veux dire que ce travail-là, si vous voulez, les 1900, là, je pense, ça fait 30 ans que j'y suis, moi, dans cette affaire-là, 31 ans. Tous les jours, si vous voulez, moi, on est animé par le fait qu'on voudrait bien enquêter, on voudrait bien identifier, on voudrait interpeller, on voudrait traduire devant nos collègues du siège des gens qui commettent des infractions graves. C'est le but, c'est le sens de ma mission, vous voyez. Voilà. Mais vous dites mission. Donc, ce n'est pas travail, c'est mission. Mais vous avez raison. Que vous avez une mission. J'ai raison, et vous avez raison, madame, c'est-à-dire que c'est une mission. C'est-à-dire que moi, je fais ça par grand engagement, par passion, par conviction. Je n'ai pas fait ça par hasard, et personne ne l'a fait. Voilà. Donc, et vous avez l'impression qu'on vous pointe du doigt? Oui, c'est pas que j'ai l'impression, madame, c'est qu'on nous pointe du doigt, très clairement. Je l'ai dit à monsieur le ministre, qui a eu la gentillesse de m'appeler hier après-midi, entre 2 coups de fil de ma permanence, pour me dire qu'il y avait peut-être une incompréhension entre nous. Moi, j'ai dit oui, de notre part, monsieur le ministre, il y a une grande incompréhension. Autant on a trouvé tout à fait pertinent qu'il y ait des inspections, que ce soit les gendarmes, les magistrats, l'éducation nationale, quand on ne sait pas ce qui s'est passé, on veut comprendre ce qui s'est passé, parce que le ministre, il doit en répondre, lui, devant le Parlement. Je comprends sa responsabilité. Alors, il veut savoir. Et pour savoir, il dit à ces inspections... dites-moi ce qui s'est passé, voilà, expertiser. Ils ont 15 jours pour faire ça. Et on s'est dit, on pourrait peut-être dire qu'on va attendre. Et si, effectivement, ces inspections amènent à quelque chose, eh bien, elles nous diront à quoi. Et le garde des Sceaux prendra ses responsabilités avec le Conseil supérieur de la magistrature. C'est les institutions qui jouent. J'entends votre témoignage. Je vais poser une question précise sur une enquête que vous n'avez pas entre les mains. Donc, évidemment, vous m'avez défendu les procureurs, et c'est normal. Et j'imagine que vous vous êtes débordé par les dossiers, et qu'il y a aussi sur votre bureau des piles et des piles de dossiers, et que prioriser tous ces dossiers aussi, ça fait partie de vos missions premières. Ma question, c'était, et peut-être que Célia peut me répondre, est-ce qu'on est au début d'une enquête qui est bien plus large que ce drame absolu, déjà, qu'est la mort de la petite Liana? Par le passé, on a déjà assisté à ce fil qui se délie lorsque on soulève aussi des indices, ces témoignages. Et parfois, ça me fait penser aussi à l'affaire Pellico, où là, on retrouve aussi d'autres auteurs, d'autres personnes impliquées. C'est important, ces témoignages, qu'ils soient pris en considération, qu'ils soient étudiés, analysés par les enquêteurs, par la justice. Et parfois, oui, on peut assister à une affaire d'une plus grosse ampleur, malheureusement. C'est avec le décès de Liana, mais ça peut permettre de remonter à une plus grande affaire. Bien sûr. On va revenir encore une fois sur toutes ces étapes de ce dossier. Pierre-Marie Sèvres aussi, vous nous donnerez votre expertise. Simplement, j'aimerais qu'on aille à Florence rejoindre Jérôme Rampenou et Florian Doré, qui sont nos envoyés spéciaux. Bonsoir à tous les deux. Aujourd'hui, c'était le retour en cours pour les jeunes élèves, qui évidemment sont tous sous le choc et marqués. Expliquez-nous comment s'est fait ce retour en classe, Jérôme. Bonsoir. Bonsoir Laurence, effectivement vous le disiez, un retour ce matin choqué, les élèves, on les a vus arriver de bonne heure ce matin dans l'établissement. Dans la matinée, certains sont sortis avec leurs professeurs, poser des roses, de nouvelles roses sur ce muret juste derrière moi, sur le muret de cet établissement. D'autres avaient une pancarte qu'ils avaient fait dans leur classe avec des mots, des dessins en mémoire pour leurs camarades. Une journée, on nous a expliqué aussi, on a pu discuter avec un ou deux élèves qui bien sûr sont mineurs, donc ils ne voulaient pas témoigner, mais on a pu un petit peu échanger. Ils nous expliquaient que certains sont allés voir la cellule psychologique. C'était une journée, on va dire, pas de cours normaux. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions dans cet établissement. Et cette cellule psychologique qui a été mise en place la semaine dernière, on nous a bien expliqué ici qu'elle serait présente dans l'établissement le temps nécessaire. Merci beaucoup Jérôme Rampenou, Florian Doré. Hier, il y a eu cette marche blanche, ces témoignages, évidemment, l'image des parents qui ont pris la parole. Rachel Kahn, on a ces images évidemment tous en tête. On les prend tous comme un uppercut à l'estomac parce qu'on s'identifie évidemment à ces parents dans le désespoir total. Je pense que tous les parents de France... Et même, parce que vous savez, même les procureurs sont parents. Donc, en fait, je pense que tous les parents... Non, mais il faut le dire aussi. Voilà. Donc, en fait, c'est que tous les parents de France, et même l'ensemble de la société française, est en état de sidération, en réalité, pour la simple et bonne raison que ce qui s'est passé aurait pu être évité. Donc, voilà. Après, on a quand même un sentiment, malgré tout,
d'abandon. Et cet abandon-là, après l'affaire Paty, après les affaires de suicide de jeunes lycéens, après harcèlement, de courriers de l'administration qui ont été envoyés aux parents, détestables, de courriers froids, glaçants. Jeune Nicolas Poissy. Exactement, exactement. En 2023, moi je trouve que voilà, maintenant que la justice puisse être reprise au nom du peuple français, c'est-à-dire avec des moyens, parce qu'il faut saluer aussi le travail des enquêteurs. Et l'engagement. Et l'engagement et la mission que rappelait monsieur le procureur. Éric Revel. Moi, je voulais vous poser une question. J'ai entendu votre propos liminaire. Laurence Ferrari expliquait que vous êtes sans doute submergé de dossiers. Quand le président de la République, par exemple, fait une déclaration en disant qu'on arrête de me parler de la question des moyens. On va en parler tout à l'heure, Éric. Alors, je vous pose la question parce que si on peut expliquer peut-être l'engorgement, l'embolie d'une partie de notre justice par le nombre de dossiers que vous avez à traiter, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du président de la République ? Elle est, d'abord, je l'écoute parce que c'est le garant de l'indépendance de la justice, me semble-t-il, le président de la République. Ensuite, je la comprends parce qu'il n'est pas du tout question de se réfugier derrière des questions de moyens. Des moyens, on en a eu. Il faut dire qu'on partait de très loin. Vous vous souvenez, M. Urvoas, un garde des Sceaux, disant qu'il découvre un monde proche de la clochardisation. C'est un professeur de droit public qui maîtrise à peu près le sens des mots. Donc on passe de 6,7 milliards en 2017 à 10,9 milliards aujourd'hui. Un peu plus de la moitié part déjà à l'administration pénitentiaire. Dans les prisons, c'est normal. Et les surveillants, etc. Très bien. Donc on a eu un budget qui a augmenté. Ce budget, je le rappelle pour vos auditeurs, comparant avec les amis allemands, parce qu'on part toujours avec les Allemands. 130 et 70 € pour nous. Très bien, 140 pour les Allemands, 70 pour nous. Bon, donc on a encore des marges de progression. Surtout, c'est le nombre, vous le savez aussi parfaitement, pour 100 000 habitants, ça c'est un critère. On dit que la moyenne européenne, c'est 12 procureurs. En France, c'est 3 procureurs. Bon, alors est-ce que ça veut dire qu'on fait 4 fois moins que les Allemands ? Non. C'est-à-dire qu'on fait avec donc les vous moyens... faites du en même temps, il n'y a pas assez de moyens, mais Non, on fait... Il n'y en a pas suffisamment. Moi, d'abord, je salue les moyens qui nous ont été donnés. Par exemple, il y a des... Monsieur Dupond-Moretti, lorsqu'il nous a dit « Procureur, je vous donne la mission de protéger les femmes, les violences intrafamiliales ». On a eu, c'est la première fois dans l'histoire de la magistrature, le droit de recruter des contractuels qu'on a appelés les juristes assistants, dorénavant les attachés de justice. On a recruté plus de 2000. Ça veut dire, je vous donne une mission supplémentaire que je place au panthéon de mes priorités, mais je vous donne un peu de moyens avec. Ça, c'était très appréciable. Aujourd'hui, par exemple, je vous le dis simplement, ce n'est pas un reproche, aujourd'hui, si un attaché de justice part, parce qu'il va faire un autre contrat ailleurs, pour le recruter, il faut que j'attende le 1er décembre. On m'a dit, il faut attendre le 1er décembre parce qu'il n'y a plus trop de sous. Bon, on va faire avec, Monsieur Revel, c'est pas un sujet. Donc, je suis d'accord, c'est pas un sujet derrière lequel on va se retrancher. Simplement, on peut faire le constat qu'à 3 au lieu de 12, voilà, on va peut-être faire moins de boulot. Pour autant, et je l'ai dit au ministre, le narcotrafic, les violences faites aux enfants, aux femmes, aux atteintes aux pompiers, aux sous policiers. les circulaires de priorité, en fait. Non. C'est ce que j'ai entendu de la part des procureurs. Le parquet de Bobigny parle de 64 circulaires et dépêches en 2025. Mais il faut pas. En 2026, mais sans donner les moyens. Oui, je veux rectifier une chose, c'est que toutes les circulaires ne sont pas égales par ailleurs. Gérald Darmanin nous a dit « je vous en signe 2 moi-même ». C'est les 2 mêmes. Janvier, octobre 2025. Le reste, ça vient s'ajouter, mais c'est important. L'environnement, c'est important. Je sais pas, il y a des sujets, effectivement, mais il a été très clair. Et donc nous, on prend toutes ces circulaires, on les regarde, on les met en œuvre. C'est normal, c'est notre boulot. Avec l'idée que reste au-dessus de la mêlée le narcotrafic, les atteintes aux violences. J'entends ce que vous me dites, Monsieur le procureur. Oui. Et c'est normal que vous défendiez votre profession. Non, je vous explique. Bien entendu. Voilà. On est évidemment sur le registre de l'émotion aussi, de la compassion, de l'empathie. Oui. Et c'est aussi ça qu'on attend du personnel de la justice, qu'il soit juste, mais qu'ils aient de l'empathie pour les victimes. C'est comme ça qu'on a commencé notre communiqué commun avec les procureurs généraux, me semble-t-il, madame. Bien sûr. Pierre-Marie, alors Louis Dragnel, je voulais juste dire un mot, en fait. Je pense qu'il y a une incompréhension aussi globale entre une grande partie de la population et ce que vous faites, et entre ce que vous faites et une grande partie de la population. C'est-à-dire que
Moi, je vous écoute et je vous sais sincère. On connaît votre réputation et on sait que vous faites du mieux possible les choses et personne n'en doute. En revanche, tout ça intervient, ce scandale, ce drame intervient dans un contexte dans lequel ça fait pas mal d'années que les Français reprochent à l'État de ne pas construire suffisamment de places de prison. Ça fait plusieurs années que monte quand même cette petite musique selon laquelle la justice ne condamnerait pas assez. Alors je sais que par ailleurs, jamais la justice n'a autant condamné. Mais parfois, la question aussi se pose sur l'exécution des peines. Il y a un certain nombre de drames aussi qui choquent les gens parce que on pensait qu'une personne allait être condamnée, elle passe devant le juge d'application des peines. Mais ça, c'est quasiment plus votre sujet. Mais de fait, c'est l'équation globale. Et donc, les Français, il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas, qui se disent « mais c'est pas possible, je pensais que cette personne était derrière les barreaux ». Et à travers un fait divers tragique, on se rend compte, bah non, et on le savait pas. Parfois, nous, journalistes, on tend le micro à des victimes et qui vous disent bah, « moi, j'ai découvert que mon agresseur, que je pensais derrière la barreau, je l'ai croisé dans la rue ». Et donc, tout ça intervient dans ce contexte qui est facile pour personne. Alors, j'entends, moi, ce que vous dites, mais je pense qu'aussi, de l'autre côté, il y a aussi une espèce de colère qui monte de la part des Français. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, je pense, le garde des Sceaux s'est emparé de ce sujet et que toute la classe politique s'exprime beaucoup sur le sujet. On entend ce que vous dites, Louis. On va juste regarder le sujet concernant Gérald Darmanin, parce qu'il a réuni aujourd'hui les procureurs. Vous étiez peut-être... Non, je ne suis que de la République. D'accord. Mais c'est déjà beau. Merci. Procureur de la République. On va regarder déjà le sujet. Et après, je vous passerai aussi la parole, Pierre-Marie Sèvres, puisqu'on va rentrer là dans les détails de cette système judiciaire. Après le drame de Liana, pour Gérald Darmanin, l'heure est désormais au bilan. Je me dis légitimement que notre service public de justice a dysfonctionné. Le ministre de la Justice a fixé un ultimatum. Au total, 70 000 plaintes devront être réexaminées jusqu'au 14 juillet. Toutes les plaintes pour lesquelles une enquête a été ouverte et qui ne connaît pas soit d'informations judiciaires, soit de classement, mais pour lesquelles les actes d'enquête ne sont manifestement pas faits et surtout l'entente du mis en cause n'a pas été faite par les services de police judiciaire qui sont sous leur autorité. C'est d'abord l'urgence absolue, une mobilisation générale que je demande aux procureurs généraux. L'objectif est clair, ne pas reproduire les mêmes erreurs qui auraient été commises dans l'affaire Liana et une inspection pourrait d'ailleurs les sanctionner. J'attendrai le résultat de cette inspection dans 15 jours qui concerne évidemment aussi la gendarmerie nationale et l'éducation nationale pour éventuellement communiquer devant vous sur les sanctions éventuelles que je prendrai dans ce que nous pouvons considérer comme étant un terrible échec de l'action de l'État en général et de la justice, bien évidemment. Malgré les appels à quitter ses fonctions, Gérald Darmanin exclut cependant toute démission. Ça, c'est le côté évidemment politique, avec des oppositions qui demandent la démission. On ne voit pas vraiment à quoi ça servirait aujourd'hui. Oui. Pierre-Marie Sèvres, sur le constat général, encore une fois, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des dysfonctionnements et il faut y remédier, tout simplement? Je pense que l'affaire Liana est évidemment une affaire qui donne beaucoup d'émotions, qui crée beaucoup d'émotions. Moi, le premier, hier, les images de la marche blanche où on voit les deux parents éplorés dans les bras l'un de l'autre pendant plus d'une heure, c'est évidemment extrêmement touchant. Et donc, au sein de la population française, il y a une forte demande. Et évidemment, les politiques qui, eux, ont des échéances à venir, s'en emparent. Et après tout, c'est assez logique. Mais je pense que effectivement il y a un décalage entre le temps politique qui est une question d'heure et le temps pragmatique. Et j'aurais tendance à rejoindre ce que vous avez dit, monsieur le procureur. L'inspection générale va rendre ses conclusions d'ici 15 jours. C'est très court. Qui est déjà très rapide. Voilà. C'est très rapide. Pour l'affaire d'Elias, on avait eu plutôt 6 ou 7 mois. Donc c'est beaucoup plus court que d'habitude. Et pour être vraiment crédible sur les solutions qu'il faudra mettre en place, il faut, malheureusement, on aimerait aller plus vite. On aimerait que les solutions soient simples. Mais c'est une affaire qui est complexe, d'autant qu'on n'a pas tous les éléments en tête. On n'a pas tous les éléments sous les yeux. En revanche, cette affaire-là, quoi qu'en disent les conclusions de l'inspection générale, remettent la lumière sur certains sujets. Je pense au sujet de la responsabilisation des magistrats, qui est difficile à mettre en œuvre actuellement. Je pense que le juge des juges, qui est le Conseil supérieur de la magistrature, pose des problèmes dans sa composition, c'est mon avis. Le fait que la moitié de sa composition soit des magistrats élus sur des listes syndicales, ça c'est une réforme des années 90. Pour moi, ça pose problème, puisque ça peut poser, au moins ça prête le flanc à la critique sur le corporatisme.
Et peut-être même que quand on voit la légèreté de certaines sanctions, on peut penser que ça a un effet concret. Et nous, à l'Institut pour la justice, ça fait 4 ou 5 ans que nous avons inclus dans nos propositions de réforme une réforme du Conseil supérieur de la magistrature en mettant un tirage au sort des magistrats. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais c'est un sujet qui, en fait, ne découle pas là de l'affaire Liana, qui a 30 ans déjà, ce sujet-là. Alors, on va juste faire une pause, parce que on va rentrer dans le dur de ce fonctionnement de la justice, comment l'améliorer, parce que j'imagine que, comme tout le monde, monsieur le procureur, vous dites plus jamais ça, voilà, que finalement, qu'il ne faut plus que ce genre de drame se reproduise. On écoutera aussi le juge Durand, qui est le président de l'ex-juge Durand, qui est le président de la Civise, qui rappelle que dans 92% des cas, les enfants qui parlent ne reçoivent aucune réponse de l'État ou de la justice, ce qui est le cœur du problème, la parole des enfants. A tout de suite dans Punchline sur CNews. Quand on se retrouve dans Punchline sur CNews, on continue à évoquer évidemment l'affaire Liana, le drame de la mort de cette petite fille et le fonctionnement de la justice. On essaye de comprendre comment la justice évidemment s'articule. On va écouter alors le juge des enfants, Édouard Durand, qui est l'ancien président de la Civise, Commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs. Il fait un constat absolument effrayant. Il explique que si un enfant révèle des violences, il met dans 92% des cas, il ne reçoit pas de soutien social positif. On l'écoute. Nous tous, les magistrats aujourd'hui principalement, bien sûr, et j'en fais partie, mais nous tous, groupe humain, nous ne prenons pas suffisamment au sérieux la parole des enfants qui dénoncent des violences. C'est une chose très forte que nous avions montrée à la Civise. Vous savez, quand un enfant révèle des violences, et notamment des violences sexuelles, et particulièrement l'inceste d'ailleurs, il faut le dire, il peut obtenir 3 types de réponses que nous avons appelées 3 types de soutien social. Premier type de réponse, c'est le soutien social positif. Je te crois, je te protège. Le deuxième type de réponse, c'est le soutien social négatif. Je te crois, mais rien ne se passe. Et le troisième type de réponse, c'est l'absence de soutien social. Tu mens, tais-toi. Eh bien, ce que nous avons montré à la lumière des 30 000 témoignages que nous avons reçus, c'est que lorsqu'un enfant révèle des violences, dans 92% des cas, il ne reçoit pas une réponse de type de soutien social positif. Rachel, voilà un juge qui remet l'humain au centre, voilà, qui remet l'enfant, la victime au centre de tout ça, en disant on ne répond pas en fait de la bonne façon. Exactement. Dans 92% des cas. Mais à travers ces propos-là, c'est vraiment la civilisation qui est interrogée. C'est-à-dire que normalement, dans toute forme de démocratie et de civilisation, lorsqu'il y a une plainte, qu'elle soit mineure ou pour un mineur ou pour des majeurs, eh bien, elle doit être entendue. C'est-à-dire que on vous croit et maintenant les enquêteurs vont vous dire si, au regard des faits, c'est vrai ou pas, mais pas de prime abord. C'est vraiment une question de civilisation. Pierre Marisset, vous partagez le constat du juge Durand, c'est-à-dire que la réponse, de nombreuses fois, c'est on ne te croit pas et on ne te protège pas pour l'enfant. Oui, c'est certain, quand on est en plein... Enfin, Louis Dragnel parlait du contexte en ce moment, quand même, sur les violences faites aux enfants, les violences sexuelles, quand on a le scandale du périscolaire, quand on a, avec les réquisitions tout de même assez surprenantes, 18 mois de prison avec sursis pour un délinquant, voire un criminel sexuel. Là, c'était le procès qui était couvert il y a 2 semaines. On a l'affaire, vous souvenez-vous, Pierre-Alain Cotineau, qui met en lumière des viols barbares et complètement monstrueux en réunion, enfin bref, des choses. Et effectivement, on se dit que là, il y a un vrai sujet, parce que c'est un crime de masse, c'est un crime industriel. Il n'y a qu'à voir le nombre de procédures. On a parlé de 70 000 procédures en attente, c'est énorme. Et la réponse, évidemment, est forcément insuffisante, puisque le nombre de ces affaires a tendance à se multiplier. Éric Revel, vous Mais avant même de... une question. Enfin, moi, j'ai trouvé très éclairant le propos du juge, mais avant même de parler du constat qu'il a fait, 92%, c'est terrifiant. Il y a la façon dont on recueille la parole de l'enfant en France. Il y a des milliers de commissariats de police et de brigades territoriales de gendarmerie. Je crois qu'il y a moins de 500 salles Mélanie. Ces salles qui sont adaptées, qui sont mises aux couleurs de l'enfant, avec des jeux dans un univers qui ne soit pas angoissant pour l'enfant, qu'on va écouter. Il y en a moins de 500. Et la dernière anecdote, si j'ose dire, que j'ai entendue à propos d'une salle Mélanie, c'est une brigade territoriale dans la région de Grenoble, de gendarmerie, qui a été dans une enseigne très connue de meubles pour, à ses frais,
composer la salle Mélanie dans laquelle ils allaient écouter les enfants. Du coup, l'enseigne leur a offert, bon, très bien, je ne cite pas l'enseigne, mais vous voyez, donc ça veut dire qu'avant même de se poser la question, monsieur le procureur, de ce chiffre monstrueux de 92%, il y a la façon très en retard avec laquelle, me semble-t-il, par rapport à d'autres pays européens, on recueille la parole de l'enfant. Monsieur Chevalier. Il n'y a pas une salle Mélanie par unité, parce que il y a par exemple une salle Mélanie pour une compagnie de gendarmerie et c'est les gendarmes des unités qui vont dans la salle. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle n'a pas besoin d'en avoir non plus 10. Bon, elle est mutualisée, elle est utilisée. Il y a quand même eu des grands progrès. On parlait tout à l'heure des moyens. Des moyens ont été donnés pour créer ce qu'on appelle les UAPED, les unités d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger. C'est génial. Donc, par exemple, on en a ouvert une à Chartres, c'est à l'hôpital. C'est un lieu unique où vous avez une écoute d'abord d'infirmiers formés, un gynéco, un psychologue, et ce sont les enquêteurs qui vont à l'UAPED où a été aménagé, comme dans une salle Mélanie, des lieux pour entendre l'enfant. Donc, on est organisé là maintenant, c'est vrai. Alors c'est assez récent, moi c'est 1 an après que je sois arrivé à Chartres, on a réussi grâce surtout à l'engagement de l'ARS notamment, que je salue, parce que c'est un partenariat aussi. Parce que franchement, moi et les autres, les enfants c'est quand même évidemment ce que l'on souhaite préserver avant tout. Voilà. Et donc ces accueils se font dans la maison de protection des familles chez les gendarmes, il y en a aussi à Chartres et il y en a partout. Les policiers en profitent. Donc aujourd'hui, j'ai entendu Édouard Durand, il dit « Je te crois ». Moi, si je peux me permettre, et je respecte parfaitement ce que dit Édouard Durand parce que c'est un spécialiste, moi, c'est un mineur, c'est « Je te protège, je t'écoute et je te crois ». Et le « je t'écoute », c'est-à-dire que la parole de l'enfant, elle n'est pas plus sacrée qu'une autre, mais elle n'est pas à moins considérée qu'une autre. L'enfant, en latin, ça veut dire celui qui ne parle pas. Bon. Procureur, ça veut dire celui qui prend soin à la place d'eux. Ben, on se rend compte là-dedans. Quelqu'un qui ne parle pas, il a besoin d'être pris en charge. C'est mon rôle, c'est ma fonction. Eh bien, dans ces unités-là, dans ces salles Mélanie, effectivement, les policiers et les gendarmes, ils font un travail remarquable. La seule difficulté, c'est que j'ai été il y a très peu à l'UAPED de Chartres et on m'a dit, c'est dommage, on a accueilli 170 mineurs quand même, 170 mineurs l'an passé. On aurait pu en accueillir plus, mais on peut les accueillir que 2 jours par semaine. Pas assez de sous. Alors je l'ai dit tout à l'heure, des progrès ont été faits budgétairement, mais si la nation veut encore consacrer quelques euros pour accueillir dignement le recueil de la parole des enfants que l'on protégera, que l'on écoutera et que l'on croira, moi je serais ravi. Alors, Pierre-Marie, ça voulait intervenir. Moi, c'est vrai que je trouve que cette affaire est particulièrement troublante, l'affaire Liana, parce que là, on dit qu'on n'a pas assez recueilli la parole de l'enfant. Et souvenez-vous, il y a 20 ans, il y avait l'affaire Doutreau, où c'était justement l'inverse. On reprochait à l'institution judiciaire d'avoir trop écouté la parole des enfants. Soit dit en passant, les personnes qui avaient été supposées accusées à tort, certaines d'entre elles qui avaient été accusées à tort lors de l'affaire Doutreau, se sont retrouvées mises en cause dans d'autres affaires d'infractions sexuelles. Donc voilà, donc il y a peut-être un équilibre à trouver, effectivement, où notre société, depuis l'affaire Doutreau peut-être, est devenue trop rétive à entendre la parole des enfants, la mettre trop souvent en cause, alors qu'en fait, on peut imaginer que dans la grande majorité des cas, elles veulent dire quelque chose. Mais monsieur le procureur, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est pas acceptable ce qui s'est passé, qu'on ne peut pas. Vous, en tant que professionnel et grand professionnel, c'est acceptable. Enfin, non, je comprends que vous défendiez l'institution et le travail merveilleux que vous faites. Alors moi, mais nous, on est aussi des citoyens et on se dit, mais enfin, c'est pas possible. Non. Comment on a pu en arriver là ? Je veux dire d'abord que la conférence nationale des procureurs de la République, elle n'est ni politique ni syndicale. C'est pas la question que je vous pose. Non, je dis ça parce que vous dites vous défendez. Non, je vous explique ce que l'on vit. Je vous explique ce que l'on a perçu de ce moment. Je vous ai dit qu'on était comme le reste de la population, dans une émotion assez incroyable, voilà, et que pour autant, on peut aussi, quand on est en responsabilité, qu'elle soit chez nous, chez le ministre, essayer de garder un tout petit peu la tête froide, de laisser fonctionner les institutions pour que nous puissions collectivement tirer effectivement des conclusions. Vous n'avez pas expliqué, me semble-t-il, pourquoi avec autant de plaintes déposées, visiblement, alors je ne sais pas si on est à 7, à 9,
En fait, il ne s'est rien passé pendant... Non, mais attendez, là, les plaintes, alors vous n'êtes pas plus informé que moi, les plaintes, elles arrivent dorénavant, d'accord. Au moment, je ne suis pas spécialiste de ce dossier-là, voilà. Au moment où se passe ce drame, il y a deux plaintes, on est d'accord, madame, dont une qui datait de 2017, il y a 9 ans, c'est ça, pour une main courante, c'est même pas une plainte. J'avais connaissance d'une plainte. Bon. Bon, voilà, enfin bon, très bien. Donc ces deux, aujourd'hui, ça va s'empiler. C'est ce que disait monsieur. Les langues vont se délier. C'est d'ailleurs curieux qu'elles n'arrivent à se délier que maintenant, mais tant mieux. Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité, c'est sûr. Voilà. Mais je sais pas, on va pas tout encaisser sur les nouvelles plaintes qui arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Après, encore une fois, madame, il ne s'agit pas de dire qu'on est géniaux, qu'on est super, que tout va bien. Pas du tout. C'est simplement que quand on va nous dire si vous avez fauté, il faudrait peut-être s'organiser différemment, très bien. Moi, j'ai quelques propositions. Alors, on va peut-être écouter, je ne sais pas si on va écouter M. Darmanin qui a longuement parlé ce matin, qui communique beaucoup, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'avait pas l'habitude que et le chef de l'État et un ministre présentent leurs excuses, disent pardon. Alors, tant mieux si les choses évoluent. On va juste écouter M. Darmanin et après, on vous interrogera sur les propositions que vous avez apportées. Le président de la République a raison, et je veux évidemment le dire en tant que chef de mon administration, ce n'est pas une question de moyens qui a empêché la chancellerie, les services publics en général, de ne pas prendre des décisions dans ce cas précis. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Le parquet d'Auch a connu un renforcement de moyens en septembre dernier, suite notamment à l'interpellation des parlementaires, puisque un 4e magistrat est arrivé au mois de septembre dernier. Et par ailleurs, on s'aperçoit que le process est lent, et c'est plutôt cette lenteur qui est notre responsabilité, et peut-être le manque de priorisation. Voilà, le manque de priorisation, Rachel, et la lenteur, et après je... Alors c'est vrai que cette affaire, c'est quand même assez vertigineux aussi, dans le sens où on est en 2026, et de rappeler qu'une société doit protéger les plus faibles, ça me paraît quand même une évidence. Que les femmes et les enfants soient protégés dans une société démocratique, ça me paraît essentiel. Après, sur la priorisation, moi j'ai beaucoup de retours, notamment de policiers à la police judiciaire, de toutes ces procédures qui ne servent à rien. On a quand même aussi une responsabilité en tant que citoyen de ne pas engorger les commissariats, le travail des procureurs, etc. Moi, je repense toujours à cette affaire de Sandrine Rousseau, qui passe son temps avec ses attachés parlementaires à faire des articles 40, et derrière, ce sont les policiers qui passent 5 heures et des heures avec des logiciels qui sont vétustes à engager, en tout cas à procéder à l'enquête, etc. Donc la priorisation, oui, c'est une priorité. Alors, qu'est-ce que vous proposez, monsieur le procureur, pour que ça ne se reproduise plus, si tant est que ce soit possible? Oui, je n'en sais rien, on ne va pas faire de la justice prédictive. Moi, ce que je propose d'abord, c'est que, si vous aviez le temps de venir voir comment ça se passe dans une salle de traitement en temps réel d'un parquet, qu'il soit de Chartres ou de Guéret ou je ne sais où, je veux dire, vous voyez, on a 3 écrans, plus notre écran de portable, il en faudrait un 5e. On a plein d'informations dorénavant. Mais parce qu'on a progressé, on a des logiciels de notre centrale, des logiciels métiers qui évoluent. Mais ce qu'on demande notamment, ce serait de dire, voilà, je sais pas, Frédéric Chevalier mis en cause à tel endroit, je demande à la machine de me dire, est-ce que sur les 10 dernières années, tu peux me ressortir les occurrences dans lesquelles, à travers la France, ce nom-là, avec sa date de naissance-là, est ressorti. Je crois que, comme disait ma grand-mère, on arrive à monter jusqu'à la Lune. On pourrait peut-être arriver à avoir une interopérabilité, par exemple, de l'ensemble des systèmes dont on a la libre disposition. Ils ont bien évolué, là encore, c'est vrai, c'est question de moyens, je ne dis pas. Il faut faire mieux, il faut faire plus. Il faut essayer de nous donner les outils, notamment numériques, informatiques. On a bien progressé, mais on s'émeut qu'une procédure soit aujourd'hui en papier pour aller par la poste. à d'autres chameaux. Par la poste. Bon, oui, mais c'est la réalité. C'est le ministre qui s'en émeut. Non, mais le ministre, il peut le découvrir, mais je veux le dire, moi, personne ne le découvre. Puisque moi, quand j'ouvre une information judiciaire, tout est dématérialisé, sauf qu'il faut que je réimprime le dossier pour ouvrir l'information judiciaire devant mon juge d'instruction. Bon, là, mais vous passez peut-être un coup de fil à la juridiction d'après pour lui dire, attention, je t'envoie un dossier sensible. Alors ça, c'est un autre, sujet. Voilà. Je veux dire simplement, le gap technique, on va peut-être pouvoir nous le faire franchir pour que
ce qui nous est mis à disposition puisse être utilisé de manière intelligente, de manière opérationnelle, pour éviter effectivement ce que vous dénoncez. Bien sûr, Pierre-Marie Sèvres. Non, effectivement, c'est une certitude que le manque de moyens. Moi, j'ai fait mon stage dans un cabinet d'avocats en 2016. J'ai découvert qu'il y avait encore des fax. Je n'avais jamais vu de fax de ma vie. Voilà, il y avait encore des fax. Il y a un logiciel. Pas de Minitel, rassurez-moi. Peut-être pas loin. J'ai peut-être pas tout fouillé dans la salle, mais il y a un logiciel qui s'appelle Cassiopée, qui est devenu une blague dans l'ensemble du monde des juristes et des informaticiens, qui était le logiciel du ministère de la Justice, qui buguait, qu'il fallait redémarrer en permanence pour qu'il puisse fonctionner, etc., etc. Donc, c'est une certitude, techniquement et humainement, en termes de ressources humaines, il y a un problème. Et c'est malgré tout une circonstance atténuante de la justice dans les loupés qu'elle peut avoir, parce que c'est un fait objectif. Allez, dernier mot. Parmi les priorisations, monsieur le procureur, par exemple, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de traiter des affaires de violence physique ou sexuelle sur des mineurs dans une période fermée? Par exemple, on dirait il faut s'engager à les traiter dans les 3 mois qui viennent, ou dans les 2 mois qui viennent. Je dis ça parce que le garde des Sceaux a quand même fait cette proposition qui me semble, vous allez me dire ce que vous en pensez, traiter 70 000 procédures qui touchent des mineurs et des enfants. Revoir. C'est-à-dire qu'on apprend d'ailleurs. Il y en a 70 000 au minimum. D'ici le 14 juillet. C'est faisable ou pas? Donc période fermée, et est-ce que ça c'est faisable? Alors, vous savez qu'il y en a 3 400 000 des procédures en stock. Au total. Bien, 3 400 000. Il y en avait 2,9 millions il y a un an. C'est-à-dire que, voilà, ça va continuer. Hein. Comme la dette. Je vous le dis, voilà. Parmi ces 70 000 procédures, ce n'est pas des procédures qu'on va découvrir. Ni le garde des Sceaux, ni nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce sont des procédures que l'on connaît. Simplement, je le dis, elles se trouvent chez les policiers et les gendarmes. C'est normal, c'est eux qui enquêtent. C'est pas moi, hein, encore une fois. Donc nous, on en aura quelques-unes chez nous et on va tout de suite s'y mettre au bureau d'ordre. C'est là où on reçoit les procédures et on leur donne un ordre. Et au bureau de l'audiencement, là où ça attend d'aller devant le juge. Bon, ça, on fera évidemment le tri nécessaire. Et puis on ira, très concrètement, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais dire à mes collègues, après-demain matin, parce que demain matin, je serai avec le garde des Sceaux, puisqu'il a la gentillesse de nous inviter. Après-demain matin, je vais réunir mes collègues et je vais leur dire, jusqu'au 14 juillet, ce que l'on fait. C'est qu'une fois que les policiers et les gendarmes ils ont dit où se trouvent les procédures, chacun de nous 9, sauf celui qui est de permanence, il va rester au tribunal. Et puis les autres, ils vont partir dans les compagnies de gendarmerie, dans les commissariats de police. Et dossier ouvert, on va regarder ce qui est urgent, qui doit avancer, qui ne peut pas encore avancer. Tout à l'heure, vous disiez... Ça, vous pourrez le faire d'ici le 14 juillet. Oui, on va le faire. Oui, pourquoi pas une période fermée. Attendez, le truc, c'est simplement aller me trouver un expert psychiatre avant 3 mois. Non, mais c'est impossible. Un psychologue, heureusement, on en a en Eure-et-Loire qui travaille très bien, pour pas grand sou d'ailleurs, hein, parce qu'eux aussi, ils doivent avoir chevillé au corps ce que l'on a nous aussi. Et heureusement, et je les en remercie. Enfin bon, 3 mois, moi je veux bien. Non, mais vous avez raison. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que vous dites, c'est que vous soulevez un problème, c'est la priorisation. C'est-à-dire qu'au gré des aléas politiques, des drames, bien on vous dit il faut mettre la focale sur ce sujet, il faut mettre la focale sur un sujet qui n'a rien à voir. Et donc à chaque fois, et d'ailleurs Gérald Darmanin l'a un peu expliqué tout à l'heure, c'est au détriment d'autres choses. Je prends les 3 exemples récents des 3 périodes qu'on a terminées. Il y a eu la période des attentats terroristes où on a demandé à la justice de se focaliser sur toutes les sorties de prison. Donc là, vous, votre obsession, c'était ça. Ensuite, il y a eu le Covid avec les violences intrafamiliales. Il y avait aussi d'autres tristes effets de mode. Et maintenant, donc, c'est ça le nouveau triste effet de mode. Mais donc, ce qu'il faut bien avoir aussi en tête, c'est qu'on vous demande de faire ça. Et donc, forcément, ce sera au détriment d'autres choses. Alors,